Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à tous les participants qui sont en train de nous rejoindre. Sébastien, je pense que tu peux désactiver ton mode plein écran. Ok, c'est fait, Antonia. Et du coup, mettre la vidéo. Mais si tu n'y arrives pas, pas de souci. J'espère que vous entendez bien ma voix. Sébastien, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends parfaitement, Antonia. Parfait. Django Academy et toute son équipe donc, sont très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire, le premier d'une série de 5. Ce webinaire et les autres qui suivent se dérouleront dans le cadre de la phase préparatoire du grand challenge des Africa Business Heroes. C'est un grand challenge dédié aux entrepreneurs africains organisé par la Fondation Jack Ma. Ce webinaire, dans ce cadre des Africa Business Heroes, vous sera présenté, ce premier webinaire, par Sébastien Noni, General Partner de Django Capital. Bienvenue Sébastien et merci de ta présence. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, en tout cas Antonia, et merci à Zara pour l'invitation du côté African Enterprise. Parfait. Ce webinaire, du coup, sera animé par moi-même, Antonia Glaise-Lacombe. Je suis également partenaire en charge du marketing au sein de Django Capital. L'idée pour introduire cette série de webinaires, c'est peut-être de commencer, Sébastien, je te propose de le commencer en visionnant une vidéo pour découvrir ce qu'est le challenge Africa Business Hero. Je suis sûre que tous nos participants seront ravis de voir en images ce qu'est ce challenge. Tout à fait. Commençons sans plus attendre par une vidéo d'introduction sur l'African Enterprise qui vous permettra de devenir, j'espère, un African Business Hero. About 54% of Liberians live on less than $2 a day. My entire philosophy on doing business is to empower people, to provide opportunities for people to earn money. My name is Christelle Quizera. I am from Rwanda. My whole skin would just come off easily. I thought I was about to die. I'm turning 18, right? Perfect time to die, but I didn't die. I want to start my project before someone else gets the idea. A central hub that works online, because we were the first to do so. Everywhere in the world, entrepreneurs are the same. They have a hope, they have dreams, they're never afraid of something they want to create. Entrepreneurs, I think we should make them heroes. Welcome to Africa's Business Hero Show. Last century, the bigger the better. This century business, the small the better. I want any people that are in Africa or anywhere else in the world to believe that they can make money thanks to African culture. Our goal is to go after 10 million farmers in Africa and we get Africa to feed ourselves and the world. Small is nothing wrong. And I live for the day that every African child can access water in their homes. Can each one of you give me one advice that I will mark it by heart and I will remember it for 10 years? They can start their dream. They can start their journey and change the continent. This is the first time we have this program, and we will continue to do it. This is how I want to do. This is my own passion. Merci Sébastien pour cette vidéo. Avant de commencer ton webinaire sur l'art et l'organisation des levées de fonds, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots, alors je sais que tu as quelques slides qui sont prêts, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce challenge, les African Business Heroes, et quels sont les critères pour concourir. Je suis sûre que ce sera une formidable introduction pour nos participants qui sont intéressés par l'art et l'organisation des levées de fonds. Tout à fait, merci Antonia. Donc l'Africa's Business Hero est une initiative en fait qui a été lancée par la fondation de Jack Ma. Pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ma est le fondateur d'Alibaba Group, qui est aujourd'hui le groupe internet numéro 1
en Chine et aussi dans le top 10, on va dire, des groupes Internet à l'international. Les marques, certainement vous connaissez Alibaba, les marques les plus connues sont Tmall, Taobao et sur le continent africain, vous avez certainement déjà eu l'occasion de commander sur AliExpress. Et donc, le point de vue et la vision de Jack Ma, en fait, est que pour ce challenge, cette initiative, il n'y aura pas de restrictions sur la taille. On ne va pas vous demander d'être une petite, moyenne ou grande entreprise. Et comme il le dit très souvent, dans le siècle où nous sommes, plus c'est petit, mieux c'est. Donc voilà. Et donc, un peu plus, on va dire, de mots sur la mission de l'Africa Netpreneur Prize, donc, qui a été lancée par la fondation Jack Ma et qui est soutenue aussi par Alibaba Group. Donc, en fait, la mission principale est donc de renforcer l'écosystème des entrepreneurs africains en identifiant, en racontant leur histoire, en formant et en accordant des subventions à 100 héros de l'entrepreneuriat africain dans toute l'Afrique au cours des 10 prochaines années. Et donc, aussi, d'un point de vue vision, en fait, Jack Ma part du principe que s'il arrive à former 100 héros entrepreneurs d'ici 2030, il pense que ces 100 héros en inspireront 10 millions. Et donc, d'un point de vue valeur, c'est très inclusif, comme on l'a dit. C'est secteur agnostique. Donc, il n'y a pas de secteur privilégié. Bien évidemment, Alibaba est très spécialisé dans la technologie. Django, nous aussi dans la technologie. Mais c'est ouvert à tout secteur. Donc, la technologie, l'agriculture, l'alimentaire, les télécoms, les services financiers. Donc, ne vous censurez pas, ne soyez pas timide. Et donc, n'hésitez pas à candidater et postuler. Aussi, on encourage la diversité au niveau du genre, avec un accent mis sur l'entrepreneuriat féminin, mais ce n'est pas que l'entrepreneuriat féminin, il y a aussi l'entrepreneuriat masculin qui est encouragé par cette initiative. Et c'est aussi orienté vers la base de la pyramide. Donc, si votre idée contribue, on va dire, élever les gens qui sont en bas de la pyramide, c'est mieux. Et aussi, c'est ouvert à tous les pays, donc les 54 pays africains, donc des entrepreneurs qui viennent de tout horizon, tout pays sur le continent peuvent candidater et postuler. Et donc, d'un point de vue organisationnel, donc, le processus de candidature se déroule en 3 tours. Il y a un premier temps fort sur le dépôt de candidature en ligne et ensuite l'examen pour la sélection des 50 premiers, donc les 50 entreprises, entrepreneurs qui vont être sélectionnés. Ensuite, il y aura une série d'entretiens par visioconférence pour sélectionner les 20 entrepreneurs les plus pertinents et qui ont le plus de chances de remporter donc, ce challenge et ce concours. Ensuite, il y a une demi-finale qui se déroule donc, en live et en physique avec le top 10. Et d'ailleurs, cette finale en fait, sera enregistrée et sera diffusée en live, en direct, sur une chaîne de télé. Et donc, vous aurez l'occasion donc mais je vais revenir juste après, de rencontrer donc Jack Ma et d'autres entrepreneurs qui ont eu un succès fort sur le continent africain ou à l'international. Et d'un point de vue accompagnement, parce que c'est pas uniquement en fait, si vous voulez, un concours où vous allez postuler, vous allez être retenu et vous allez pouvoir pitcher en live devant Jack Ma et d'autres entrepreneurs qui ont eu un succès. Et il y a aussi des masterclass dispensées par des chefs d'entreprise de renommée mondiale, y compris Jack Ma. Donc. Et il y a aussi des formations qui vont être dispensées par Alibaba et Founders. Et il y aura aussi du mentoring et aussi des services d'appui de soutien. Le but, c'est d'améliorer aussi vos connaissances et votre capacité dans votre chemin et votre parcours d'entrepreneur. Alors, c'est ouvert au plus grand nombre. Il y a 3 critères, cependant. Donc, le premier critère est qu'il faut être pour candidater, être le fondateur de l'entreprise et être originaire d'Afrique. Donc, originaire d'Afrique, alors, c'est interprété de 2 manières. Donc, soit vous êtes citoyen d'un pays africain, d'un des 54 pays, ou soit vous avez un parent ou un grand-parent qui ont eu la nationalité africaine. Et il faut que votre entreprise soit basée en Afrique. Donc, soit que votre entreprise soit immatriculée en Afrique ou que la plus grande partie de vos opérations, de vos activités se déroule sur le continent africain. Et ensuite, d'un point de vue, on va dire, stade de développement de votre activité, il faut que vous ayez passé la post-conception. Donc, ce qui veut dire que
il faut que vous soyez en activité depuis au moins 3 ans ou plus et que vous ayez eu au moins 3 ans de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas forcément constant et linéaire, mais il faut que vous ayez démontré 3 ans de chiffre d'affaires. Quelques peut-être statistiques sur le concours Africa's Business Hero de 2019. Donc, nous avons enregistré 10 000 candidatures dans 50 pays africains et avec 26% de fondatrices et entrepreneuses qui ont candidaté. Et donc, voilà. Donc là, il y a une petite cartographie sur la slide à droite sur les zones où on a reçu plus de candidatures. Donc voilà les juges de 2019. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise de renom qui ont eu un succès. Donc, Joe Tsai, qui est le vice-président exécutif du groupe Alibaba, encore une fois, je le répète, groupe numéro 1 Internet en Chine et on va dire dans le top 10 mondial. Ensuite, il y a Ibukun Ayosika, qui est la présidente de First Bank Nigeria et la fondatrice de Share Group. Donc, First Bank est l'une des banques les plus actives et majeures sur le continent africain. Jack Ma, donc, que j'ai présenté, donc, qui est le fondateur du groupe Alibaba et qui aujourd'hui gère aussi sa propre fondation, Jack Ma. Strive Maziwiwa, qui est le fondateur d'Econnect, donc qui est un conglomérat d'activités télécom au Zimbabwe et qui est aussi fondateur donc, de Cassava Smart Tech, qui est aujourd'hui également coté en bourse au Zimbabwe, qui est un conglomérat de groupes Internet et de business Internet, et dont fait partie EcoCash, que vous connaissez peut-être, qui est un service financier mobile. D'autres juges, si on regarde de manière élargie, Fred Swaniker, Hassan Haider, Bethelem Alemou, René Parker, Marianne Diop, qui est la directrice des investissements d'Orange Digital Ventures Africa, Peter Hort et aussi Fatouma Taba, qui est la fondatrice de Django et la managing partner de Django. Un petit mot sur les lauréats de l'année précédente. Donc, celle qui a remporté le prix l'année dernière, c'est Temi Giwa Toulousson, qui est donc la fondatrice de Livebank. Donc, Livebank est très actif et encore, on va dire aujourd'hui, en période de coronavirus, un acteur majeur au Nigeria et permet de transporter en fait des tests médicaux et du matériel médical. Donc voilà, et donc si on continue sur le podium, il y avait aussi Omar Saker, donc, qui était plus spécialisé dans la recherche scientifique, Christelle Cuisera, qui a été, elle, plus spécialisée dans l'assainissement. Donc vraiment, vous voyez, c'est assez large en termes de secteur, donc pas de censure, il ne faut pas se restreindre et il ne faut pas hésiter à tenter votre chance. Si on regarde un peu la timeline générale, donc là, en fait, l'ouverture en fait, des candidatures a eu lieu le 6 avril. Et donc là, on est entre deux temps forts, l'ouverture des candidatures et la clôture qui aura lieu le 9 juin. Donc, c'est une série de webinaires qui sont dispensés donc, en partenariat donc, avec l'ANPI. Donc, le 9 juin, ce sera la clôture des candidatures, donc vous ne pourrez plus candidater. Ensuite, mi-septembre, il y aura l'annonce en fait, des 10 entrepreneurs qui seront sélectionnés pour le direct. Et ensuite, fin novembre, il y aura donc la grande finale et le sommet, le live. Donc voilà, comme j'ai dit, l'académie Django, qui est donc dirigée par Antonia, est très heureux donc aujourd'hui de s'associer et d'être en partenariat avec la fondation Jack Ma sur ce concours, l'Africa's Business Hero. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Django en fait construit, accompagne la croissance et investit dans des champions panafricains du numérique. Et plus particulièrement, on accompagne en fait des entrepreneurs qui leveragent la technologie sur le continent africain pour massifier 3 impacts. Premier impact, en fait, c'est donner accès à des produits, à des services et du contenu essentiel pour des consommateurs africains. Le deuxième impact, c'est permettre aux PME d'accélérer leur croissance et de mieux les intégrer aux chaînes de valeur internationales. Et le dernier impact qu'on essaye de massifier via la technologie sur le continent africain, c'est la création des emplois durables pour les femmes et les jeunes. Et Django aujourd'hui est organisé autour de 3 piliers. Le premier pilier est un startup studio
qu'on appelle aussi Venture Building, et qui a pour vocation de remédier aux défaillances de marché concrètes pour améliorer l'accès au marché des PME et aussi l'accès à des produits et des services essentiels pour les consommateurs africains. Le deuxième pilier est Django Capital. Et le but, en fait, avec ce pilier, c'est de donner accès au capital en soutenant des entrepreneurs talentueux sur le continent africain. Et le dernier pilier, donc on est en plein dedans et j'en ai parlé, c'est l'académie qui favorise l'accès aux capacités en encourageant une nouvelle génération d'entrepreneurs sur le continent africain. Et donc, ça rejoint la vision de l'African Entrepreneur Prize et de la fondation Jack Ma. Pour ma part, donc, je m'appelle Sébastien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis mauricien et je suis partenaire donc, en charge des investissements et des levées de fonds à Django. Et au cours de ma carrière, donc j'ai eu la chance d'être des deux côtés, donc côté investisseur et côté levée de fonds. J'étais notamment à Jumia, où j'ai eu l'occasion de lever un peu plus de 700 millions d'euros avec des investisseurs, un mix d'investisseurs donc financiers tels que Goldman Sachs, stratégiques tels que Orange, AXA, Millicom, MTN, mais aussi des banques de développement comme CDC. J'étais également le secrétaire du conseil d'administration de Jumia. J'ai eu aussi la chance d'acquérir une expérience et de lever des fonds dans une entreprise cotée en bourse. Donc, ce sont des levées de fonds qui sont très différentes de ce qu'on peut vivre quand on est un entrepreneur et quand on est privé, entre guillemets, donc pas coté en bourse. Et donc, à ce local, donc, j'ai eu la chance donc, de travailler sur une restructuration financière qui a conduit à une augmentation de capital sur le marché public d'environ 300 millions d'euros. Et avant ça, j'ai principalement exécuté des mandats buy-side, donc buy-side en français acheteur, en fusion-acquisition au sein de Crédit Agricole et du département corporate finance de KPMG. Et donc, j'ai conseillé des clients tels que Bosch et Siemens dans l'acquisition stratégique de concurrents. Et on va tout de suite commencer à parler des levées de fonds de manière générale avec un petit sondage que je vais lancer. Donc, ne soyez pas timide. Ne vous censurez pas et n'hésitez pas à participer à rendre ce webinaire le plus interactif possible. Voilà, je suis en train de le lancer. Ah, c'est bon. Les premiers votes arrivent. Et donc, la question, c'est envisagez-vous de lever des fonds avec des investisseurs dans les mois à venir? Donc, je vois les votes en live, donc je vous laisse un peu de temps. Je pense que tu peux continuer, Sébastien. Tout le monde répondra au sondage au fur et à mesure. On te laisse continuer. Voilà, donc, et surtout, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je suis là pour les récolter et en fin de session, nous aurons un moment d'échange de questions-réponses. Merci à vous. Exactement. Donc, la tendance, quand même, Antonia, donc pour commenter, c'est la réponse, c'est oui ou peut-être, majoritairement parlant. Donc, ce qui ne m'étonne pas, je partage les résultats avec vous. Là, j'arrête le partage. Ce qui m'étonne pas dans la mesure où, en fait, une levée de fonds est très souvent, en fait, primordiale pour le développement de votre activité. Pardon. Et donc, c'est vraiment une étape clé. Donc, c'est très normal que vous répondez oui ou peut-être. Alors, sur ce webinaire, j'aurais pu parler de manière très technique de l'art et l'organisation des levées de fonds. C'est pas le but aujourd'hui. On peut avoir des débats enflammés sur la valorisation, sur le business plan, sur comment faire un pitch. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le but, c'est d'ouvrir vos chakras sur le métier d'investisseur et vous aider à mieux gérer vos relations avec l'investisseur. En comprenant, en fait, vous allez tout de suite vous mettre automatiquement à sa place et mieux comprendre en fait ses réponses et son comportement. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ça contribuera à améliorer vos connaissances et votre capacité à lever des fonds. Et donc, comme disait Antonia, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai très heureux de répondre à la fin de ce webinaire à toutes les questions. Donc, de manière générale, en fait, tous les investisseurs poursuivent trois objectifs.
Donc, le premier objectif est l'objectif financier. Donc, généralement, quand un investisseur investit 1 milliard de francs CFA, il espère en tout cas que dans le futur, cet investissement va retourner 3 milliards, 4, 5. Tout va dépendre de sa stratégie d'investissement et de son horizon de temps. Et donc, il mesure en fait cet objectif financier généralement avec des ratios, des indicateurs clés de performance, comme par exemple le TRI, le taux de rendement interne, comme par exemple ce qu'on appelle le cash on cash multiple, c'est donc ce que je décrivais tout à l'heure. Si j'investis 1 milliard, j'en retourne 3, donc ça fait 3x. Et donc c'est le premier objectif que les investisseurs poursuivent de manière générale. Le second objectif, c'est un objectif stratégique. Je pense que vous avez déjà tous, ou au moins pour la plupart, discuté à des investisseurs qui ont plus une vision stratégique. Ce qu'ils vont chercher quand ils vont en fait discuter avec vous et s'intéresser à votre entreprise, ça va être de voir si potentiellement il y a des synergies possibles avec leur activité historique. Et en plus de ça, je dirais que est-ce qu'à horizon moyen ou long terme, en fait, votre entreprise pourrait devenir une filiale de leur groupe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'objectif stratégique. Ça se mesure un peu moins que l'objectif financier. Ça peut se mesurer en fait par en fait des synergies de la top line, donc du chiffre d'affaires, ou les synergies de coûts. Mais ça se mesure, on va dire, un peu moins. C'est un peu moins mathématique et financier que l'objectif financier. Ensuite, le dernier objectif qui est vraiment une tendance de fond mondiale aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'investisseurs regardent en fait au-delà de la sphère financière stratégique, regardent la sphère RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, et donc va en fait regarder, auditer et regarder en fait quel impact vous avez sur l'environnement et sur la société aujourd'hui. Et donc ça, c'est de plus en plus en fait sur l'aspect RSE. Il y a des méthodes de calcul qui existent. Je vais pas les développer ici, mais ce sera l'occasion en fait, et ça sera le sujet en fait d'un webinaire qui sera animé par Antonia, donc, qui m'accompagne aujourd'hui, qui est donc, comme elle l'a si bien dit, en charge du marketing et de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, ça sera un webinaire donc en mai sur business et social impact. Donc, qui consistera à vous montrer en fait qu'en intégrant en fait l'aspect RSE au sein de la stratégie de votre entreprise, vous pouvez en fait maximiser en fait votre croissance et le retour sur l'investissement. Et donc, c'est pas une perte de temps et d'argent. Donc, selon la typologie en fait d'investisseurs que vous avez en face, en fait, il peut avoir plus une sensibilité au financier, au stratégique ou RSE. Financier, je dirais que c'est plus, on va dire, des banques ou des fonds de fonds qui auront plus une sensibilité sur le financier. Sur le stratégique, ça sera plus des entreprises qui ont des activités, des opérations sur le continent africain qui sont bien implémentées. Et sur RSE, je dirais, ceux qui auront le plus de sensibilité à ça, ça sera les banques de développement. Mais pour citer les exemples que j'ai cités, ils vont quand même regarder les 3 aspects. Ensuite, c'est très important en fait, quand vous échangez avec un investisseur, il faut absolument que vous maîtrisez son jargon. Et c'est ce que j'appelle là sur cette slide les basiques de l'investissement. Et donc, vraiment quelque chose de très basique, ce sont les stades d'investissement. Un investisseur, il n'aime pas perdre son temps, de manière générale. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Donc, il n'aura pas le temps de vous expliquer le jargon, le champ sémantique, les bons mots à utiliser. Et très rapidement, en fait, il veut situer votre entreprise sur le schéma qui est à gauche. Donc, première phase, en fait, qui est une phase de création et donc qui va s'adresser à des investisseurs qui investissent en amorçage. La deuxième et troisième phase, qui se nomme donc premier succès, décollage et croissance. Là, vous allez vous adresser à des capital risqueurs. Et la dernière phase, maturité, vous allez plus vous adresser à des fonds capital développement. Et donc, c'est très important de maîtriser le langage de l'investisseur pour qu'il vous situe très rapidement. Si je fais donc un petit zoom sur l'amorçage qu'on appelle seed en anglais, et donc généralement, c'est des tailles de tickets sur le continent qui sont inférieures à 657 millions de francs CFA. Et donc, généralement, ceux qui financent en fait ce stade de l'entreprise, ce sont très souvent des concours. Donc là, c'est un exemple parfait, l'Africa's Business Hero. Donc,
des pré-donneurs, des incubateurs, des business angels, parfois on fait des plateformes de financement participatif qu'on appelle crowdfunding, des fonds d'amorçage. Et donc, généralement, en fait, cette typologie d'investisseurs, ils vont financer en fait l'idée du fondateur et un prototype. Ensuite, il y a, on va dire, ce qu'on appelle une typologie d'investisseurs qui va arriver après l'amorçage, qu'on appelle les capital risqueurs, VC, plus communément. Et donc, généralement, en fait, ils investissent des tickets qui sont compris entre 757 millions et 28 milliards de francs CFA. Et donc là, de manière générale, ça sera donc des fonds de capital risque, des banques de développement. Il y en a pas mal qui sont actives sur le continent africain, comme FMO, les Hollandais, CDC, les Anglais, mais encore KfW et Proparco, les Français. Et donc, il y a aussi des grandes entreprises qui se mettent de plus en plus en fait à essayer de capturer l'innovation ou de capturer en fait une bonne idée très en amont, de ne pas attendre en fait que l'entreprise soit mature et de payer peut-être 10 fois plus cher l'acquisition de cette entreprise. Et donc, voilà, généralement, voilà, des grandes entreprises avec des objectifs bien précis. Généralement, ils ne font pas du VC pour faire du VC et avec un seul objectif financier, ils ont avant tout un objectif stratégique. Et donc, en fait, ce pool d'investisseurs, ils vont financer en fait l'optimisation des services et des produits, mais aussi la croissance. Et ils vont vous aider en fait de passer d'une entreprise, une startup, d'une petite structure à une phase beaucoup plus mature et structurée. Ensuite, si on passe au stade d'investissement suivant, qui est donc financé par des fonds private equity en anglais et capital développement en français. Donc là, ça peut être, là, c'est tout de suite des tickets qui sont supérieurs à 28 milliards de francs CFA. Et généralement, sur le continent africain, les investisseurs qui sont actifs à ce stade d'investissement sont des fonds capital investissement, des banques de développement, toujours, des gérants d'actifs qui peuvent, si votre entreprise est cotée en bourse, qui peuvent investir, racheter des parts sur le marché coté. Mais aussi, il y aura aussi des grandes entreprises, certaines qui n'auront pas voulu prendre le risque trop tôt, qui vont se dire moi, j'achète et je peux acquérir des parts d'une entreprise uniquement quand elle est mature, profitable, avec des cash flows stables. Et donc, généralement, ces investisseurs financent l'optimisation financière, donc la rentabilité, l'optimisation des flux de trésorerie et aussi la conquête profitable des nouveaux marchés et parfois aussi le développement de produits spécifiques. Donc, c'est encore une fois donc, les basiques d'investissement que vous devez maîtriser absolument quand vous échangez avec un investisseur. Ce sont en fait les hypothèses que vous avez validées au sein de votre entreprise. Ça va tout de suite en fait aider l'investisseur à confronter en fait votre entreprise avec sa thèse d'investissement pour voir s'il peut investir ou pas. Donc généralement en fait, toutes les entreprises passent plus ou moins par le même parcours, ce qui commence par une idée. Un entrepreneur, un fondateur a une idée. Ensuite, il va devoir en fait construire un produit, un service, et il va devoir valider ce produit et on va dire aller à la rencontre de ses clients. Ensuite, une fois qu'il y a ses premiers clients qui ont adhéré au produit, qui lui ont donné des feedbacks pour améliorer le produit ou le service, il va donc avoir ses premiers clients et on va dire ses premiers deniers de chiffre d'affaires. Ensuite, il va passer en fait à une étape où il va devoir en fait agrandir sa base client. Généralement, on appelle les tout premiers clients d'un service ou d'un produit les early adopters. Donc, c'est ceux qui adoptent en fait le produit bien avant tout le monde, la masse. Et donc, ensuite, l'étape d'après, ça va vraiment d'élargir sa base client et d'acquérir des clients pour croître. Et ensuite, et très généralement, on passe au stade où on est à l'industrialisation et la profitabilité. Et donc là, on va passer à un deuxième sondage assez rapide que je vais lancer, donc, qui est avez-vous déjà eu la démarche de vous mettre à la place d'un investisseur? Donc, je vais le lancer. Voilà, le vote est ouvert.
C'est assez partagé, donc c'est 50-50. Parfait. Tu vas attendre un petit peu plus que tout le monde réponde ou tu as eu toutes les réponses? J'ai eu presque toutes les réponses. Donc, Parfait, vous pouvez continuer à répondre et je t'invite à continuer du coup, Sébastien. Merci. oui, exactement. Donc effectivement, partagé donc à 50% oui, 50% non. Et donc, voilà, c'est vraiment l'objectif en fait du webinaire, c'est plus vous en dire plus en fait sur le métier d'investisseur. Donc, j'ai eu la chance d'être des deux côtés des barrières, donc d'avoir connu côté entrepreneur des frustrations vis-à-vis des investisseurs et d'être voilà du côté investisseur et d'être, c'est ce que je montre sur cette slide, en fait, tiraillé entre deux mondes. Donc, et entre deux clients. Donc, en fait, un investisseur, il doit satisfaire deux clients simultanément. Et donc, si on regarde à gauche, comme vous, un investisseur, en fait, il doit lever des fonds. Alors, si c'est un investisseur en capital risque ou en capital développement, donc il va devoir lever des fonds pour constituer un fonds d'investissement. Si c'est un investisseur qui travaille au sein d'une grande entreprise qui veut en fait investir dans, par exemple, l'innovation pour la capturer, il va avoir besoin de lever des fonds en interne auprès du directeur de la business unit concernée ou auprès de ce comité exécutif. Donc, en fait, un investisseur a ses propres investisseurs. Et ces propres investisseurs, en fait, et là, on en revient vraiment à la toute première slide sur les trois objectifs, il va demander donc, à l'investisseur, en fait, voilà, il va voilà, déléguer en fait, une partie en fait, de son argent pour que cet investisseur investisse parce qu'il a des compétences, il a les qualités pour. Et il va lui demander un retour sur investissement qu'on appelle en anglais ROI, donc Return on Investment. Il va aussi, dans la plupart des cas, en fait, lui demander en fait, de justifier la valeur stratégique de l'actif dans lequel il va investir. Et ça, on en revient donc on va dire, à l'objectif stratégique et donc à l'implémentation de synergies. Et de plus en plus, il va aussi demander en fait un retour social et environnemental. Donc, il va lui demander du reporting sur l'aspect social et environnemental. Et donc, et au milieu de tout ça, donc l'investisseur, lui, ce qu'il va chercher en fait, c'est, étant donné qu'il s'est lancé dans une démarche de fonds avec des investisseurs, il va chercher des réussites dans ses investissements. Et ce qu'il va lui falloir, en fait, c'est des success stories. Tout simplement parce que généralement, en fait, hein, l'investisseur, quand il investit, c'est pour une durée de temps de 6 à 7 ans. Et là, je parle plus pour les fonds de capital risque et de capital développement. Mais en fait, il doit relever en fait, un nouveau fonds à peu près tous les 5 ans. Donc, il lui faut en fait, pour que sa capacité à lever des fonds soit bonne, il lui faut des success stories à raconter à des investisseurs, à ses propres investisseurs, à des nouveaux investisseurs. Et donc, c'est pour ça en fait qu'il aime faire donc, des bons investissements. Et donc aussi, il va aussi passer beaucoup de temps à optimiser les synergies en fait avec son propre portefeuille. Donc, ce qui va se passer, c'est que non seulement en fait, c'est très bien d'investir en fait dans une entreprise, mais si cette entreprise peut accélérer et contribuer au développement de d'autres entreprises de son propre portefeuille, bah voilà, c'est un peu un effet qui se coule et c'est tout bénef. Et ensuite, il va aussi regarder de plus en plus donc, la création d'emplois et le respect environnemental. Alors que vous, en tant qu'entrepreneur, effectivement, vous, ce que vous attendez d'un investisseur, c'est de recevoir dans la plupart des cas du capital dit intelligent. Donc, généralement, vous n'allez pas avoir un investisseur juste pour obtenir en fait, de l'argent et du capital, ou en tout cas, mon conseil, c'est que c'est la mauvaise démarche. Mais donc voilà, dans la plupart des cas, voilà, vous attendez en fait qu'il ouvre son réseau, par exemple, qui vous présente en fait à des clients potentiels, qui vous présente à d'autres investisseurs, qui vous présente à des fournisseurs. Et donc, et aussi, généralement, ça sera en fait un investisseur, étant donné que c'est quelqu'un en fait qui voit plein de dossiers tous les jours, qui se construit en fait des connaissances et qui a aussi en fait ses propres connaissances qui viennent soit du monde entrepreneurial ou d'une direction d'une grande entreprise. Il va vous conseiller sur le développement de votre propre entreprise. Généralement, il siégera à votre board. Donc, il pourra prodiguer ses conseils.
Alors, encore une fois, dans la démarche en fait, de mieux comprendre en fait, notre métier d'investisseur, voilà un peu le rythme en fait, d'un investisseur. Donc, la première étape, en fait, c'est que, comme vous, en fait, il définit une stratégie. Donc, lui, il va définir une stratégie d'investissement parce que son activité principale va être d'investir. Ensuite, il va passer par une étape, encore une fois, un peu comme vous, il va lever des fonds pour donc déployer et soutenir cette stratégie. Ensuite, il va faire énormément d'analyse marché. Il est très sensible, et on est très sensible, nous, en tant qu'investisseurs, à la tendance du moment. Pareil, je donne un exemple. L'année dernière, donc sur le continent africain, il y a eu plus de la moitié des investissements au Nigeria dans les fintech. Donc voilà, c'est une tendance parmi tant d'autres. Et donc, il va énormément lire, apprendre sur chaque marché et se forger sa propre opinion. Ensuite, il va rechercher des cibles dans lesquelles il va pouvoir investir. Et donc, je vais revenir sur cet aspect un peu plus tard de comment il fait pour rechercher des cibles. Ensuite, une partie donc, de son métier, c'est vraiment d'instruire des dossiers d'investissement. Et donc là, en fait, tous les investisseurs ont des processus d'investissement en interne. La décision ne se fait pas, c'est pas une semaine, hein, c'est pas on va venir à votre rencontre, vous venez à notre rencontre, vous nous parlez. Malheureusement, on ne peut pas investir en une semaine. Il faut qu'on se forge en fait une opinion sur vous, qu'on analyse le marché, l'entreprise, et puis qu'on passe en fait par un processus de décision dont fait partie le comité d'investissement. Ensuite, il investit. Donc il prend des participations dans des entreprises, dans des startups. Ensuite, et ça consomme beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, il suit en fait les participations une fois qu'il a investi et il réinvestit. Et aujourd'hui, donc en pleine, on va dire, période d'incertitude et de coronavirus, il passe énormément de temps en fait à gérer des problèmes avec son portefeuille actuel, hein, parce que le cash s'est fait plus rare, il y a des problèmes de trésorerie, de liquidité dans son portefeuille, et donc il doit arbitrer en fait au sein de son propre portefeuille les besoins de trésorerie et il doit, si besoin, réinvestir. Et ensuite, il y a un temps fort qui se passe très souvent en fait pour un investisseur capital risque ou capital développement au bout de 6 ou 7 ans et qui est en fait la revente de ses participations. Car lui, il a un horizon de temps. Mais un investisseur stratégique, une grande entreprise, n'aura pas forcément cet horizon de temps et peut en fait garder la participation 10, 20, 30 ans au même avis. Et en fait, un investisseur, en fait, c'est quelqu'un qui est comme vous, hein, qui est très occupé, car en fait, il mène en fait de front 3 activités principales. Et pour lui, la gestion du temps est vraiment cruciale. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, un investisseur et même, on va dire, les équipes d'investissement de grandes entreprises ou de fonds d'investissement, c'est jamais des équipes de 100 personnes. C'est assez restreint, c'est assez petit. Et donc, en fait, un investisseur, il est obligé d'avoir plusieurs qualités. Et généralement, donc, en fait, il mène de front, en fait, des levées de fonds. Donc, il y a un rythme de levée de fonds et vous verrez, en fait, même si vous devez lever un fonds tous les 5 ans, il faut entretenir la relation avec vos propres investisseurs actuels, car ils sont forcément candidats naturels au prochain fonds d'investissement que vous allez lever. Mais aussi, il faut penser à travailler la relation avec des nouveaux investisseurs. Et tout ce travail, en fait, de relation, ça prend du temps, car généralement, malheureusement, un investisseur, il ne va pas vous dire oui en une semaine, mais ça peut être il peut vous dire oui au bout d'une relation d'1 an, 2 ans. Il a appris à vous connaître, il a confiance, il a suivi votre développement. Et donc, ensuite, donc nous, en tant qu'investisseurs aussi, on a une deuxième partie qui consiste donc à sélectionner donc les cibles dans lesquelles on va investir. Et ça, c'est une partie en fait que vous connaissez très bien, parce qu'en fait, vous nous envoyez des dossiers d'investissement, vous nous alimentez, et on doit très rapidement en fait dire oui ou non, parce qu'on reçoit énormément de dossiers. Et ensuite, bien évidemment, quand on passe, on va dire, quand vous passez le premier filtre, on va passer dans une phase de due diligence où on va s'intéresser à structurer la transaction. Et ensuite, le dernier aspect qui prend du temps, encore une fois, c'est vraiment la suivi du portefeuille.
Donc, généralement, on va vous demander en fait un call, donc une conférence téléphonique à minima tous les mois, avec un board une fois par trimestre. Et aussi, un investisseur, il doit en tout cas penser donc à revendre à un moment donné ses participations. Donc, il doit aussi en fait se projeter et essayer d'approcher en amont en fait des investisseurs stratégiques ou financiers qui pourraient être intéressés par acheter ses participations dans votre entreprise au bout de 2, 3, 5 ou 6 ans. Et la réalité en fait vraiment du quotidien en fait d'un investisseur en fait, c'est qu'il est sollicité de toutes parts. Il reçoit énormément de sollicitations. Donc par email, il reçoit des candidatures via le site internet, il reçoit des sollicitations via les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Il reçoit aussi des sollicitations vis-à-vis en fait de ses propres investisseurs et aussi ses co-investisseurs, parce que généralement les investisseurs en fait investissent très souvent en fait dans les mêmes cibles et connaissent en fait des co-investisseurs qui le jour où ils auront une transaction qui pourrait correspondre à notre thèse vont la partager avec nous et nous demander s'ils ont envie aussi d'investir, nous inviter autour de table. Il y a aussi les banques d'affaires, les leveurs de fonds qui nous sollicitent donc sans arrêt. Et il y a aussi bien évidemment le réseau. Donc le réseau, ça peut être des amis, des anciens collègues, ou même en fait voilà, des amis, des entrepreneurs de notre portefeuille. Et donc voilà, donc un investisseur, il est énormément sollicité et ce qui fait que la gestion du temps donc, est primordiale pour lui. Et en fait, très rapidement, en fait, il doit prendre des décisions et il doit arbitrer et il doit dire très rapidement oui ou non. Et donc, même si voilà, il doit, et dans la plupart des cas, en fait, il dit non, parce qu'en fait, vous allez voir sur la slide d'après, c'est qu'on reçoit généralement à minima 500 dossiers d'investissement à l'année. Ça peut monter jusqu'à 2000. Donc, et on ne peut pas investir dans 2000 entreprises, malheureusement. Ce n'est pas viable. Et donc, dans 99% des cas, on dit non, mais malgré tout, en fait, nous, ce qu'on aime en tant qu'investisseur, c'est vraiment conclure des transactions. Ça, c'est le point important. Et des bonnes transactions, des bons deals. Et on a toujours peur de se planter et de réaliser un mauvais investissement. Donc, on va être hésitant en fait. On va être hésitant et je vais décrire un peu la relation que vous avez et les différents temps forts avec nous. Mais on a quand même la peur en fait de réaliser un mauvais investissement. Donc c'est pour ça qu'on va vous poser très souvent beaucoup de questions. Une autre motivation aussi, c'est que chez nous, c'est qu'on essaye au maximum d'aligner donc nos intérêts avec ceux du dirigeant dans lequel on investit. Tout simplement, si on aligne, si ces deux parties prenantes en fait alignent leurs intérêts, la relation sera plus fluide et on s'attardera plus tard, mais en fait, l'investisseur va énormément regarder pendant les interactions qu'il aura avec vous, pendant la due diligence, en fait, vos valeurs humaines. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une relation amoureuse, en fait, hein, l'investissement où ça commence par du flirt et la finalité, c'est le mariage. Et c'est un mariage qui dure très souvent, en moyenne, 6-7 ans. Et donc, si pendant 6-7 ans, la communication est compliquée, on sent dès le début que la communication peut être compliquée et que les intérêts vont être compliqués à aligner, voilà, en tant qu'investisseur, ça nous fera vraiment hésiter avant d'investir. Et aussi, bien évidemment, il doit être en adéquation avec les intérêts de ses propres investisseurs, simplement parce qu'il a une optique, hein, lui aussi, de relever des fonds, que ce soit en interne dans une grosse entreprise ou pour la constitution en fait, d'un fonds d'investissement. Et il a une propre stratégie d'investissement et très souvent, en fait, les dossiers qu'on reçoit, ça ne correspond pas à notre thèse d'investissement. Donc, on est obligé de dire non, tout simplement parce qu'aussi, on est tenu vis-à-vis de nos propres investisseurs à respecter notre stratégie d'investissement. Parce que si on dérape et que ce n'était pas ce qui était convenu avec son propre investisseur, ça augure pas de bonnes choses. Donc voilà, donc là j'ai essayé de schématiser donc sur cette diapositive donc le processus type d'investissement pour un investisseur. Donc, chaque investisseur est, on va dire, un peu à son propre processus d'investissement, mais de manière générale, il y a quand même 4 grandes étapes en fait, 4 portes en fait à franchir.
Alors, au tout début, on reçoit à minima 500 dossiers d'investissement à l'année et ça peut monter jusqu'à 2000. Donc il faut, encore une fois, je reviens à ce point-là, il faut dire oui, non très rapidement parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, et ça, on s'en excuse, de passer plus de temps sur le dossier. Et donc, la première étape consiste donc à analyser les présentations que vous envoyez. Et donc, je vous prodiguerai quelques conseils rapides sur comment élaborer un pitch un peu plus tard. Et en fait, on va commencer très rapidement à établir le profil de l'entreprise et à voir son potentiel. Ensuite, une fois que que ça vous plaît, que vous avez été enchanté, généralement, vous passez à une analyse un peu plus approfondie et soit vous demandez à l'entrepreneur une conférence téléphonique ou soit vous allez le rencontrer, ce qui est toujours mieux en personne. Et donc, pour en savoir un peu plus, parce que voilà, le pitch que l'investisseur vous a passé vous a plu. Il y a quelque chose, il y a un intérêt. Ensuite, l'étape d'après, généralement, en fait, l'investisseur en fait, va écrire une note d'investissement qui est assez sommaire, assez sommaire sur vous, sur votre entreprise. Et il va en discuter en interne avec ses associés. Il va discuter en fait lors d'un pré-comité d'investissement de l'opportunité d'investissement que vous constituez. Et s'il y a le feu vert en fait, de ce comité d'investissement, donc là, vous allez passer en due diligence. Et là, la due diligence, en fait, c'est une étape qui consiste en fait, à vérifier tout ce que vous avez dit en fait, avant. Parce que si vous voulez, étape 1 et 2, c'est essentiellement de la communication. On essaye de mieux cerner la personnalité de l'entrepreneur, de comprendre sa vision. Et ça reste beaucoup de communication. Et l'étape due diligence, ça va être de vérifier tout. C'est un peu comme quand vous achetez une voiture, en fait, une voiture d'occasion. Vous allez l'essayer, vous allez vérifier en surface que le volant marche bien, ça réagit, la boîte de vitesse fonctionne. Et à un moment donné, quand même, vous allez ouvrir le capot, vous allez voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est un peu ça la due diligence. En fait, l'investisseur, à ce moment-là, il va vous demander énormément d'informations. Et on va revenir plus tard sur la data room. Et il va vous poser énormément de questions. Et voilà, un autre temps fort donc, de cette étape 3, c'est la négociation des termes. Et généralement, c'est bon signe quand vous en êtes là. Donc, et ensuite, voilà, il y a la structuration de la transaction et il y a le grand soulagement qui arrive pour vous. Très souvent, c'est l'approbation finale du comité d'investissement et par la suite, ce qui aboutit à la signature de la term sheet. Je reviendrai un peu plus tard sur ces éléments. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, de manière générale, après, chaque investisseur a évidemment sa propre grille de lecture, mais on évalue 5 dimensions chez vous. Donc, on regarde l'équipe. Et ça, c'est un aspect, et surtout, on va être à des stades d'investissement très early stage, très tôt. C'est encore plus primordial qu'à des stades, on va dire, d'investissement beaucoup plus matures, où il y a, si vous voulez, une activité qui tourne. Le dirigeant est important, bien évidemment, mais ça tourne alors que c'est vrai qu'en early stage, sans la vision et sans les qualités de l'entrepreneur, ça ne marcherait pas forcément avec n'importe qui. Donc, l'équipe, ce qu'on va essayer d'évaluer, ça va être la motivation, vraiment. Est-ce que cet entrepreneur, en fait, va rester 6, 7 ans, 10 ans, 15 ans, même s'il va connaître des hauts et des bas. Et donc, c'est très important, la stabilité, en tout cas, du fondateur et de l'équipe. Parce que voilà, en tant qu'investisseur, on n'aime pas quand il y a une instabilité, il y a un trou dans la gouvernance, dans la direction de l'entreprise. Il va aussi passer beaucoup de temps à vous challenger sur votre organisation d'équipe. Et aussi, il va regarder évidemment les compétences. Donc, c'est très important en fait qu'il y ait une complémentarité au sein de l'équipe. D'un point de vue compétence, un investisseur, il n'aime pas qu'il y ait un overlap, qu'il y ait par exemple 3 cofondateurs qui soient très forts uniquement en marketing, tout simplement parce que voilà, c'est pas forcément une bonne allocation de ressources. Et aussi très important, encore une fois, on en revient en fait un peu à la relation amoureuse que vous avez avec l'investisseur. L'investisseur, il va énormément en fait essayer d'évaluer vos valeurs humaines et va essayer de voir s'il y a un fit. Est-ce que ça colle entre vous et lui? Parce que comme une fois, il y aura un mariage qui va se produire et qui va durer au moins 6-7 ans. Donc, c'est une aventure assez longue. Il va aussi en fait évaluer l'aspect commercial en fait de votre entreprise et il va regarder, et ça c'est vraiment, il va passer beaucoup de temps à analyser le marché,
de regarder en fait si ce marché est en croissance, quelle est la taille de marché, quel problème vous adressez sur le marché. Et va essayer de voir aussi bien évidemment la concurrence qui existe sur ce marché. Est-ce que c'est très concurrentiel et pour la suite, ça peut être compliqué ou pas. Il va aussi regarder en fait vos indicateurs clés de performance commerciaux, donc ce qu'on appelle en anglais les KPI. Et aussi, il va s'intéresser en fait à votre base client. Quand il sera notamment en due diligence, il va passer des coups de fil à vos clients, mais il va essayer de comprendre et de voir qui sont exactement vos clients. Bien évidemment, à l'oral, vous lui direz, mais lui, il vérifiera en fait par la suite. Et d'un point de vue produits et services, il va s'intéresser en fait à l'actif en tant que tel. Donc, actif, il va se dire finalement dans quoi j'investis. Est-ce que c'est une plateforme technologique? Est-ce que c'est de la production industrielle de sauce tomate, par exemple? Il va aussi regarder en fait à quel point vous êtes ce qu'on appelle scalable, donc la scalabilité en fait de votre entreprise. Et il va regarder, et ça c'est en lien avec la concurrence, il va regarder à quel point en fait ce que vous avez construit comme actif est réplicable, facilement ou pas. Et il va même regarder la qualité de cet actif. Il va passer aussi beaucoup de temps en fait à regarder en fait l'aspect financier de votre entreprise. Donc il va regarder, il va vous demander en fait les comptes annuels, les comptes consolidés de votre entreprise. Il va aussi vous demander donc un budget, un business plan pour l'avenir. Il peut aussi vous demander sur le passé, est-ce que le business plan, le budget que vous avez annoncé à vos actionnaires se sont réalisés, ou s'il y a des écarts, expliquez-moi pourquoi. Et il va aussi analyser évidemment le besoin de financement que vous avez. Et donc ça, généralement, c'est une discussion que vous avez avec lui et ça s'est retranscrit dans le business plan. Et il va aussi passer beaucoup de temps sur l'aspect réglementaire, on va dire audit si vous êtes audité. Il va regarder les opinions des auditeurs, voir s'il n'y a pas de loup sous le capot. Et il va aussi s'intéresser à la fiscalité et à vos déclarations fiscales pour voir si vous êtes raccord et si vous respectez la régulation. Dernier aspect très important aussi, c'est l'aspect juridique, l'aspect conformité et responsabilité sociale de l'entreprise. Il va voir en fait les principaux contrats en fait qui vous lient avec votre écosystème et les parties prenantes. Il va passer par une étape KYC, donc Know Your Customer. Donc il va regarder en fait si vous n'avez pas des condamnations ou si vous n'avez pas respecté la loi dans telle ou telle juridiction. Il va évidemment s'attarder à la conformité. Il va regarder si votre activité est bien réglementée et si elle est réglementée, si vous avez bien toutes les autorisations, les licences. Et il va, et Saint-Antonio vous en parlera plus en détail, s'intéresser à l'aspect RSE. Il n'y a pas de formule magique, malheureusement, pour qu'une levée de fonds se réalise. Basée sur mon expérience, donc aussi bien du côté entrepreneur que du côté investisseur, j'ai essayé, en fait, je pense que dans la plupart des cas, il y a une équation. Il y a une équation qui est celle qui est sur cette slide, et qui peut donc maximiser vos chances de succès de levée de fonds. Donc, généralement, dans cette équation, ce qui se passe au début, nous, en tant qu'investisseurs, on est à l'extérieur. C'est vraiment une relation amoureuse, en fait, qui va commencer par un flirt. Et si votre technique de séduction, par exemple, c'est la danse et le tango, donc ce qui va se passer, c'est qu'en présentant le marché, en présentant l'équipe, en présentant le modèle d'affaires que vous utilisez, vous allez faire un pas vers l'investisseur et vous allez lui tendre la main. Et là, ça sera à lui de voir si lui aussi va faire un pas et il va prendre votre main. Donc vraiment, au début, l'investisseur, ce qui se passe, c'est qu'il est en dehors de l'équation. Il vous écoute. Il vous écoute dire ce que vous avez à dire sur le marché, sur votre équipe et sur le modèle d'affaires. Et je vais zoomer donc, sur la première dimension, qui est l'opportunité marché. Généralement, en fait, ce que vous présentez en tant qu'entrepreneur à l'investisseur, c'est en fait que vous avez identifié sur le marché une défaillance, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, et généralement, ce marché est de taille importante, significative. En tant qu'investisseur, pour nous, c'est très dur d'investir sur des marchés de niche où vous adressez par exemple qu'à 10 personnes, même si vous avez la conviction que ça peut s'étendre à des millions, mais si vraiment le marché va rester pendant très longtemps à une base client très petite, c'est très dur pour nous de vous dire oui. Et donc, vous allez lui présenter la taille de marché, il fera aussi
lui, de son propre côté, en fait, des diligences sur le marché. Vous allez aussi, donc, bien évidemment, lui présenter le stade de maturité du marché. C'est très important, en fait, simplement parce que ce soit vous ou l'investisseur, il doit savoir, en fait, à quel point le marché est mature. Est-ce que vous êtes vraiment précurseur? Vous apportez un produit, un service qui n'existe pas sur un marché, en fait, qui est prêt à l'accepter, ou si finalement, en fait, vous êtes en frontal, en concurrence sur un marché déjà très mature, et votre objectif, c'est avec une fonctionnalité précise sur un produit ou un service, d'aller piquer des parts de marché à vos concurrents. Donc ça, c'est très important. Généralement aussi, ce qu'on aime, c'est chez vous, en fait, c'est qu'il y ait de l'ambition, que vous restez pas donc sur une niche. Une niche, c'est très compliqué d'investir dans une niche, mais ou sur, on va dire, un marché local. Ce qu'on aime généralement, c'est des entrepreneurs qui ont une vision, qui ont une ambition, qui ont envie, j'ai pas envie de dire conquérir le marché africain, mais au moins qui pensent à s'étendre et à aller dans d'autres pays. Car généralement, en fait, il peut y avoir des marchés qui existent, donc le produit qui a déjà été constitué ou le service qui a déjà été constitué, en fait, par exemple, en Côte d'Ivoire, il peut aussi marcher sans coût additionnel au Bénin, au Togo, au Sénégal. Donc, nous, ce qu'on aime bien, voilà, c'est vraiment la vision, et on n'aime pas, c'est pas qu'on n'aime pas, mais c'est vrai qu'on a plus de mal avec des entrepreneurs qui ne voient pas plus loin que leurs problématiques qu'ils ont aujourd'hui à court terme au sein de leur entreprise. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les gens qui arrivent à sortir un peu de ces cadres-là et qui ont une vision moyen, long terme qui nous font chavirer. Ensuite, et ça va faire la transition en fait avec la dimension numéro 2. Donc, on va, et généralement, vous présentez ça très bien, en fait, la valeur ajoutée du service et du produit que vous proposez. Et donc, ça fait le lien en fait avec une dimension en fait qu'on regarde énormément nous, en tant qu'investisseur, qui est l'équipe. Et sachant que voilà, les investisseurs en fait, c'est comme chaque être humain en fait, au fur et à mesure du temps, il va vieillir, il va avoir les cheveux qui vont commencer à devenir blancs, voire il va les perdre. Et donc, en fait, il saura construire un historique, il aura encore plus d'expérience. Mais c'est vrai que les investisseurs beaucoup plus qui sont très chevronnés en fait vont accorder beaucoup plus de dimensions à l'équipe et vont vraiment scruter, vous poser vraiment de questions et ça va pas tourner à de la psychanalyse ou de la psychologie, mais c'est presque ça en fait. Hein. Ils vont essayer d'évaluer en fait, enfin nous en tant qu'investisseurs, on essaye d'évaluer à quel point vous êtes motivé par votre projet. Vous n'allez pas, dès qu'il y aura un bar, comme aujourd'hui par exemple, avec la crise déclenchée par le coronavirus, voilà, c'est un peu plus compliqué qu'à la normale. En fait, on va essayer d'évaluer le fait que vous n'allez pas abandonner, vous n'allez pas changer de projet, parce que simplement, imaginons que vous décidez d'arrêter, notre investissement, en fait, il ne vaut plus rien. Donc, on aura perdu de l'argent. Et donc, il va passer énormément de temps, en fait, dans cette relation, en fait, à évaluer le fit humain qu'il a avec vous. Et ça, de manière générale, c'est vrai que c'est bien en fait que parfois en fait vous menez votre propre due diligence sur l'investisseur, que vous essayez par votre réseau de mieux connaître en fait l'investisseur, de savoir en fait les deals qu'il aime bien, les secteurs qu'il aime bien, qu'est-ce qu'il a fait avant, parce qu'il aura forcément une sensibilité, il aura été façonné. Et encore voilà, c'est mieux si vous pouvez en fait connaître ses hobbies. Donc généralement vous allez lui parler à 90% du temps de votre entreprise et du business. Mais si parfois, en fait, il y a des temps où on parle un peu autre chose quand même avec vous, d'entreprise et de business. Et si pendant ces 10% de temps, vous arrivez en fait à l'accrocher sur ses hobbies et autres, donc ça peut être des points que vous marquez. Ensuite, donc l'investisseur va s'intéresser en fait à la forte capacité d'exécution des membres de l'équipe. Et là, il va vraiment s'intéresser à votre CV, à votre parcours, à vos expériences passées. Et aussi, là, je ne veux pas revenir et redévelopper parce que j'en ai déjà parlé, il va s'intéresser à la complémentarité des membres de l'équipe. Il va essayer d'identifier en fait s'il y a en fait des compétences qui manquent. Donc, et ça, c'est important en fait qu'il ait une bonne relation avec l'entrepreneur et le fondateur, parce que si vraiment il a identifié, il pense qu'il manque une compétence, mais que l'entreprise est géniale, il faut qu'il puisse vous le dire et vous ayez l'humilité
d'admettre que cette compétence manque et que vous souhaitez la combler. Ensuite, il va vraiment s'intéresser et il veut en fait avoir en face de lui des gens qui sont plus experts que lui dans le marché, dans le secteur. Il veut vraiment que vous connaissiez sur le bout des doigts vos concurrents, sur le bout des doigts les dernières levées de fonds qu'il y a eu dans le secteur et sur le bout des doigts en fait tous les acteurs majeurs de l'écosystème. Et ce qu'on cherche voilà, très souvent, c'est une vision unique chez le dirigeant. Voilà, nous, voilà, encore une fois, on cherche une success story. On cherche évidemment à investir dans l'entreprise voilà, du futur Jack Ma, Steve Jobs, Bill Gates ou Mark Zuckerberg ou Strive Masiwaya. Donc voilà, on va chercher chez vous aussi une vision qui va nous surprendre. Ensuite, donc au sein de cette équation, en fait, vous allez proposer, en fait, ce qui va vous rendre unique, hein, parce que le marché, en fait, finalement, ça vous rend pas tant unique que ça, parce que c'est généralement, il y a des entrepreneurs qui ont simultanément la même idée que vous, sur le même marché, et ça, c'est vrai que c'est assez frappant, et ils veulent capturer la même opportunité de marché. Donc, ce qui se passe, ce qui vous rend vraiment unique, c'est l'équipe, forcément, parce que ce sont des personnes et des êtres humains avant tout. Et aussi, ce qui peut vous rendre unique, c'est le modèle d'affaires, donc le business model que vous utilisez. Et nous, ce qui est très important, en fait, c'est de présenter en fait, à l'investisseur donc, la valeur incrémentale du service et du produit que vous proposez par rapport aux concurrents. Parce qu'effectivement, il peut y avoir en fait, des entrepreneurs qui ont eu la même idée que vous au même moment, mais qui ne proposent pas même le même service ou le même produit. Donc, c'est très important d'insister sur cette dimension-là. Ensuite, il va regarder, nous en tant qu'investisseur, on va regarder la réplicabilité du modèle économique. Justement, s'il y a des concurrents, on veut savoir si le concurrent qui est juste à côté de vous ne va pas répliquer très facilement votre produit ou votre service. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser à la scalabilité. Et là, à ce point-là, en fait, c'est surtout pour les investisseurs qui investissent au stade d'investissement en croissance, décollage, on va se dire, est-ce que si j'injecte 90 millions, est-ce qu'il va y avoir 80 millions qui vont être consacrés, voire plus de 80 millions consacrés à l'acquisition client, à faire croître la base client, et c'est ce pourquoi on investit chez vous à ce stade d'investissement. Ou est-ce qu'au contraire, en fait, malheureusement, le service, le produit, il n'est pas ce qu'on appelle en anglais scalable. Donc, en fait, il va falloir en fait, investir 80 millions sur les 90 millions pour changer la plateforme, pour changer de moyen de production. Donc, il va vraiment s'intéresser à ça, à la scalabilité. Ensuite, évidemment, c'est le succès et aussi la meilleure validation de votre produit, c'est la fraction du chiffre d'affaires que vous pouvez avoir avec le modèle économique proposé. Et il va aussi s'intéresser à est-ce que vous êtes un bon gestionnaire d'argent ou pas, parce qu'en fait, finalement, il va quand même investir chez vous 1 ou 2 milliards, par exemple, et il va vous déléguer, en fait, donc son argent pour que vous fassiez grandir votre entreprise. Après, il y a des mécanismes, hein, parce qu'une fois que l'investisseur investit chez vous, généralement, il va siéger à votre conseil d'administration. Et les grandes décisions, généralement, vous devez consulter ce conseil d'administration avant de les prendre. Et donc, lui, en fait, l'investisseur, vraiment, vraiment, il va regarder un peu de loin, en fait, ces 3 dimensions, marché, équipe et modèle d'affaires. Et il va se dire, est-ce que je me projette ou est-ce que je ne me projette pas? Et la première question qui va se poser, ça va être de se dire, quelle est, moi, ma propre valeur ajoutée? Est-ce qu'un autre investisseur lambda ou un autre investisseur tout court, en fait, qui souhaite en fait rejoindre cette équation, est-ce qu'en fait, il le ferait mieux que moi ou aussi bien que moi? Donc, c'est vrai, essayez de, quand vous échangez avec un investisseur, lui faire comprendre qu'il est unique pour X ou Y raison. Donc, intéressez-vous en fait à cet investissement, à son portefeuille, à qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment, donc à la tendance marché et autres. Et donc, en fait, comme il a tout le temps peur, en fait, on a tout le temps peur en fait, de se tromper, ce qui va se passer, c'est qu'on va à chaque fois chercher des preuves tangibles d'un succès futur, en fait. Parce qu'on ne veut pas réaliser de mauvais investissement, encore une fois. Et on essaye au fur et à mesure en fait, du processus d'investissement de construire une conviction et de se dire ce dossier-là, j'y crois vraiment à fond, ça va être un bon investissement et la probabilité que mon comité d'investissement l'approuve est très, très élevée. Et
très souvent, en fait, un investisseur, il a des contraintes internes, opérationnelles ou financières. Donc, ça peut être, par exemple, il est lui-même en levée de fonds ou s'il a une restriction dans un secteur ou la tendance dans un secteur est passée, donc il ne souhaite pas investir. Et aussi, on a une contrainte qui n'est pas une contrainte, mais qui est une très bonne pratique de diversification du risque du portefeuille, en fait. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier, on essaye au maximum, en fait, d'investir dans différents pays, dans des différents secteurs, à différents stades d'investissement pour vraiment mitiger le risque qu'il peut y avoir. Alors là, c'est plus… donc voilà, là sur cette diapositive, en fait, j'essaie de retranscrire en fait les 5 grandes étapes d'une levée de fonds pour un entrepreneur. Donc pour vous, généralement, la première étape qui se focalise donc sur la préparation des documents et l'anticipation des demandes des investisseurs, elle est très souvent évaluée de votre part, alors que c'est pour moi une étape vraiment clé, parce que tout simplement, il faut une levée de fonds, c'est très stressant, c'est très épuisant, et il faut vraiment une très bonne préparation mentale, parce que vous savez quand vous allez débuter ce processus de levée de fonds, mais vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez la terminer. Donc voilà, préparez-vous mentalement, préparez aussi vos proches, car ce qui va se passer, c'est que très souvent, en fait, vous allez devoir en fait gérer votre quotidien, gérer votre entreprise. Et en plus de ça, sur votre temps libre, vous allez devoir insuffler un supplément d'âme et donc répondre aux demandes des investisseurs. Donc, il y a aussi un document qui est essentiel en fait, parce que ça va être la première approche, c'est le premier échange que vous allez avoir avec un investisseur, qui va être la préparation de votre pitch. C'est très important en fait de travailler le fond, d'expliquer bien votre modèle d'affaires, votre vision et votre plan d'action. C'est aussi essayer de faciliter en fait la lecture en fait de ce pitch et essayer de travailler la forme. Le problème, voilà, c'est qu'on reçoit parfois et qu'on lit 20 dossiers d'investissement d'un coup. Et ce qui se passe, c'est que si effectivement la lecture n'est pas simple, pas fluide, voilà, on va plus facilement dire non parce qu'au lieu de passer 10 minutes, on aura passé 30 minutes. Donc, essayez de faire une bonne impression dès le début avec un pitch bien rodé, pas trop long, pas trop court et avec une forme agréable, qu'on ait envie de lire votre présentation. Il y en a qui font très bien. Ensuite, il va aussi s'attarder très rapidement, en fait, et ça revient au point de à quel point vous êtes bon gestionnaire et que vous allez quand même gérer une partie de son argent qu'il vous a donné. L'utilisation des fonds. Et ça se reflète très souvent, en fait, dans un business plan que vous allez constituer avec un certain nombre d'hypothèses. Vous allez projeter votre chiffre d'affaires, projeter vos coûts, projeter vos flux de trésorerie. Et donc, c'est en fait ce business plan qui sera la base de discussion sur l'utilisation des fonds. Donc, quand vous allez communiquer pour dire, voilà, je vais conquérir tel marché, telle population, ça doit se refléter dans votre business plan et on doit le voir. Ensuite, très, très important, préparez votre data room. Et ça, c'est vraiment, vous gagnez du temps, gagnez de la sérénité, mais aussi faites gagner du temps. Faites-nous gagner du temps, car tout simplement, en fait, il faut vraiment, en fait, qu'une fois, en fait, que vous ayez passé le premier filtre, que ça aille rapidement. Il faut vraiment imposer un rythme, il ne faut pas laisser la tension retomber. Et il faut avoir une data room bien rangée, bien structurée, de manière logique, que nous, on trouve facilement les documents pour qu'on puisse vous poser vos questions. Donc, préparez-les à l'avance et je vais revenir dessus juste après. Ensuite, ça, c'est un aspect un peu plus compliqué, on va dire. Il faut lancer sa levée de fonds au bon moment. Donc, c'est ni trop tôt, parce que généralement, il faut que vous ayez validé un certain nombre d'hypothèses, comme par exemple la validation du produit, ou il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que imaginons en fait que vous lancez votre levée de fonds et qu'au bout dans les 3 prochains mois, vous n'avez pas de cash, la relation avec l'investisseur va être totalement différente. Vous passez d'une relation d'investissement, par exemple, où l'investisseur investit dans la croissance, à un mode sauvetage, vous n'avez plus de cash. Donc, anticipez, prenez le temps et essayez d'évaluer le meilleur moment. Ensuite, en fait, les grands aspects sur le contenu d'une data room. Donc, de manière
de manière générale, donc, ça regroupe un pitch, donc la présentation en fait, de votre équipe, de votre modèle d'affaires et du marché. Et donc, l'aspect dans les documents dont on a l'habitude de voir en data room, c'est aussi des études de marché avec une analyse concurrentielle. C'est aussi en fait des éléments sur votre base client, ce qui nous permettra aussi d'appeler en fait vos clients qui sont, on va dire, les plus actifs et qui consomment chez vous. Ça sera aussi l'aspect marketing, comment vous faites pour acquérir des clients. Et Antonia animera un webinaire à ce sujet sur l'acquisition client en mai. Et ça va être aussi les spécificités, ce qui vous rend unique en termes de produits et de services. Ensuite, bien évidemment, très important, l'aspect financier. Donc, on s'attend à avoir en fait des comptes consolidés, des comptes annuels, audités si possible, un business plan et si possible le reporting investisseur que vous avez circulé à vos investisseurs actuels et précédents. Ensuite, d'un point de vue ressources humaines, on s'attend à avoir donc un organigramme actuel, aussi futur, pour vous projeter et que vous nous dites, voilà, on va investir 1 milliard et l'organigramme va évoluer dans ce sens-là. On va recruter, par exemple, un directeur marketing, un directeur financier. Ensuite, bien évidemment, pour qu'on évalue votre track record, on s'attend à voir les CV des dirigeants. Mais aussi, on s'attend à voir la liste des employés. Et très souvent, on va vous demander pourquoi, en fait, voilà, c'est tel ou tel employé a quitté l'entreprise. On va essayer d'évaluer pourquoi, en fait, il y a du turnover chez vous. Très important, l'aspect juridique. C'est pas ce que vous préférez, hein, de manière générale. Donc, faites-vous, si possible, accompagner par un avocat. Donc, mais généralement, on est obligé, en fait, de regarder l'existence de votre entreprise, de regarder si vous respectez bien la réglementation locale, internationale. Donc, on va vous demander les documents d'incorporation de votre entreprise, l'organigramme juridique. Donc, si vous détenez des filiales, donc faites un organigramme pour qu'on puisse très rapidement cerner et orienter notre due diligence. Le pack d'actionnaires que vous avez scellé avec vos actionnaires actuels, la table de capitalisation donc, qui regroupe en fait dans un Excel en fait tous vos investisseurs avec quelle part du capital ils ont. La propriété intellectuelle, donc si c'est bien pertinent, hein, il y a des secteurs où c'est très important, d'autres moins. Et les procès-verbaux des conseils d'administration, donc on va regarder ce qui s'est passé avec les investisseurs et les actionnaires actuels et la relation que vous avez avec. Et aussi, on s'attend à avoir donc une term sheet donc de la transaction donc, qui est envisagée et des transactions passées. Donc comme ça nous permet d'avoir des benchmarks sur les levées de fonds précédentes et sur les valorisations. Et très important aussi l'aspect fiscal. Voilà, faut pas le négliger en tant qu'entrepreneur. Donc soyez vraiment très à cheval sur les déclarations de TVA, les liasses fiscales que vous soumettez au fisc et sur les déclarations des charges sociales que vous pouvez aussi soumettre à l'État. Et ensuite, de plus en plus, en fait, il y a l'aspect RSE qui doit apparaître dans les data rooms. Donc, avec le plan d'action que vous envisagez et aussi vos réalisations passées. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour soutenir la société? Il y a beaucoup en ce moment de startups africaines qui ont lancé des initiatives pour combattre le Covid. Et donc, voilà, c'est très apprécié de la part d'un investisseur. Ensuite, la deuxième étape pour vous, et peut-être aussi, c'est vrai que vous négligez en fait cet aspect, mais c'est très important. En fait, il faut en fait screener un peu et chercher en fait des investisseurs potentiels. Et essayer dans un premier temps vraiment de chercher ceux qui vont vraiment correspondre à votre stratégie et à votre thèse. Donc, voilà, les conseils que je peux vous donner, généralement, nous, en tant qu'investisseurs, on aime bien avoir une mise en relation par notre réseau. C'est beaucoup plus, on va dire, pertinent de manière très souvent. Et donc, vous faites un peu pareil, hein, sondez votre réseau pour obtenir des informations sur les levées de fonds qu'il y a eu en fait dans votre secteur, mais aussi sur les investisseurs qui sont actifs, qui investissent dans votre secteur. Donc, car la probabilité en fait que ces investisseurs Sébastien? Ouais, vous m'entendez? J'ai un petit problème d'écouteur. Tu m'entends? Antonia? Oui, on t'entend. Parfait, je vais continuer. J'ai eu un petit problème avec mes AirPods, je m'en excuse. Donc voilà, sondez votre réseau et donc maximisez en fait un retour positif
de la part d'un investisseur en ciblant des investisseurs donc, qui ont l'habitude d'investir dans votre secteur qui sont vraiment enclins à vous accompagner. Et donc, ensuite, essayez en fait de gagner en visibilité. Et donc, alors là, le concours donc, Africa's Business Hero est vraiment une parfaite illustration. Donc, participez à des événements, participez à des concours. Donc, améliorez votre visibilité dans l'écosystème, échangez avec le maximum d'investisseurs dès que vous en croisez un à un événement ou un concours. Essayez d'échanger avec lui, essayez de construire un début de relation avec lui. Ça pourra être que bénéfique pour la suite. Ensuite, voilà, essayez au maximum au début de sélectionner les investisseurs que vous approchez. Et limitez en fait un peu les bouteilles à la mer que vous lancez. Vous dites, bon, il n'a jamais investi dans le secteur, il n'a jamais investi à ce stade d'investissement, il n'a jamais investi dans ce pays, mais bon, sait-on jamais. Le problème, c'est que voilà, nous, en tant qu'investisseurs, quand on reçoit des dossiers, généralement, on doit dire oui, non très rapidement et très souvent, on cherche les raisons de dire non. Et donc, c'est vrai que si c'est pas dans parce que c'est pas dans notre thèse, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de dire non, mais c'est pas dans notre thèse d'investissement et donc très, très vite, on va classifier ça en non. Donc, essayez quand même de cibler des investisseurs qui ont une chance et une probabilité d'investir chez vous. Et très, très important, hein, renseignez-vous au maximum dans votre due diligence sur la personnalité des investisseurs. Donc, essayez donc de connaître donc, les deals qu'il a réalisés, dans quoi il investit, quel secteur il aime, quel hobby il a. Si vous avez un investissement-là, c'est super. Et de savoir aussi comment il est organisé en interne. Généralement, en fait, vous discutez avec un investisseur qui peut être assez pardon, excusez-moi, le premier contact que vous avez, c'est avec un analyste, généralement, qui est assez jeune, qui va être très sensible aux produits, aux services. Mais cet analyste, en fait, il constitue un dossier pour en fait, des gens qui ont un peu plus de bouteilles, voilà, qui ont des cheveux blancs et qui sont au comité d'investissement. Et donc, ce sont des gens finalement auxquels vous n'aurez pas forcément parlé, auxquels, voilà, ce sont des gens où ils ne sont pas biaisés en fait, par le début de relation que vous avez construit avec l'analyste. Et eux, ils vont en fait prendre du recul et dire et prendre la décision finale de dire oui ou non de manière un peu plus froide que l'analyste. Voilà, ensuite, c'est l'étape 3 pour vous consiste donc à pitcher et à passer ce premier filtre. Le premier filtre, en fait, c'est vraiment la partie la plus compliquée, pour être 100% honnête, avec un investisseur. Et généralement, en fait, à cette étape-là, vous envoyez voilà, des emails, vous avez l'impression que la relation n'est pas fluide, la communication est assez chaotique avec l'investisseur, simplement parce qu'il prend du temps à répondre. Il est occupé, donc il voit d'autres dossiers en même temps, il prend du temps à répondre, donc vous avez l'impression vraiment, et ça peut vous frustrer, ça peut vous agacer, j'étais de votre côté, et donc c'était une de mes frustrations. Mais néanmoins, il faut être patient. Il faut être constructif en fait. Et il faut, à chaque fois que vous pouvez en fait pitcher, donc soit via conférence call, soit vraiment en physique, un investisseur, donc faites-le avec le sourire, l'énergie et la passion. Il ne faut surtout pas vous démotiver, même si c'est la 10e fois que vous pitchez un investisseur et que ça ne marche pas, vous avez l'impression de vous transformer limite en perroquet. Ne vous démotivez pas car en fait, moi je pars du principe qu'un investisseur sur le continent africain qui vous soutiendra, en tout cas si vous le faites avec énergie et passion. Très important, recueillez tous les précieux feedbacks des investisseurs. Et ça, nous, en tant qu'investisseurs, on cherche vraiment en fait, des personnalités entrepreneurs qui ont vraiment un bon mix entre l'ambition et l'humilité. Il faut qu'on puisse en fait lui dire ce qu'on pense. On le fait quand même très souvent avec tact. Et on ne veut pas que cet entrepreneur en fait, se vexe simplement parce que c'est une relation, un mariage qui va durer 6-7 ans. Et donc voilà, dès que vous avez un feedback, notez-le à chaud. Ensuite, prenez un peu de recul et intégrez ce feedback ou non dans votre stratégie. Donc, modifiez votre pitch s'il le faut, votre business plan et autres. Mais moi, mon conseil, c'est que si vous pensez que ce feedback est pertinent, constructif pour votre projet d'entreprise, n'hésitez pas en tout cas, à l'intégrer. Et si par contre, en fait, c'est un feedback qui va vous permettre de lever des fonds uniquement avec l'investisseur avec lequel vous avez parlé, ne le faites pas parce que voilà, une levée de fonds, ça peut être 3-4 investisseurs. Il faut
essayer de séduire le plus grand nombre et d'être convaincu par son projet. Et voilà, et de manière générale, même si l'investisseur vous répond pas et la communication n'est pas fluide lors de ce premier filtre, essayez de tenir au maximum les investisseurs en fait informés de vos projets opérationnels et financiers. Ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on se fasse relancer, on va dire par email, as-tu eu le temps de regarder mon dossier? Mais ce qu'on aime bien, nous, en tant qu'investisseurs, c'est de regarder en fait vos projets opérationnels. Ça peut être votre chiffre d'affaires qui croît de 15-20% mensuellement. Ça peut être aussi en fait des progrès lors de la levée de fonds. Vous avez convaincu X ou Y investisseurs d'investir chez vous. Donc, tenez-nous informés de vos progrès. Et ce n'est pas parce que en fait, vous n'avez pas passé ce premier filtre que vos chances en fait, sont de zéro. Il ne faut juste pas désespérer et pas se démotiver. Ensuite, encore une fois, donc, c'est une fois que vous avez passé ce premier filtre, et c'est le plus dur, mais tout n'est pas fait en fait. Parce qu'en fait, on va confronter tout ce que vous avez dit. Vous avez généralement votre vision, le marché, l'équipe, tout ce que vous avez dit sur votre entreprise. On va le confronter et on va en fait passer en phase de due diligence avec vous. Et là, ce qu'on va vous demander, une fois que le premier filtre est passé, c'est de partager votre data room. Donc là, soyez très réactifs et disponibles. Et c'est pour ça, l'étape 1 est très importante. Il faut avoir préparé sa data room, parce que comme vous avez lu, c'est beaucoup de documents. Ce n'est pas forcément l'exercice le plus fun au monde. Mais ayez tous les documents pour tout simplement garder un rythme. Le problème, c'est que si vous prenez trop de temps à répondre à un investisseur, lui, il va commencer à passer sur un autre dossier. Et donc, moi, je dis souvent, en fait, il y a vraiment une règle des 24 heures. Quand un investisseur, donc en fait, vous pose une question, vous demande un document complémentaire qui n'est pas dans la data room, ou vous demande tout simplement d'ouvrir une data room et que vous mettez plus de 24 heures, vous n'allez pas faire bonne impression. Et donc, essayez de répondre à chaque fois. Même je sais, hein, vous avez des journées très longues, mais essayez de répondre en moins de 24 heures pour garder l'attraction, garder le momentum et aller accélérer du côté de l'investisseur, parce que généralement, ils ont un horizon de temps, du diligence 1 mois, 2 mois, et pas plus. Gardez l'attraction. Sébastien, oui. Donc, Pardon, j'ai eu du mal, Antonia. Je vais juste accélérer sur la fin. Et donc, là, je vais bientôt fini de toute façon la présentation. Voilà, ensuite, investissez du temps personnel aussi, même si votre activité, donc, elle vous consomme beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à investir du temps le soir et autres. Et surtout, préparez-vous mentalement à répondre à des questions très diverses. Donc, en fait, on va vous poser une question. Dans un lot de 10 questions qu'on vous a par mail, ça peut être du commercial, de la stratégie, de la finance, juridique, de la fiscalité. Donc, ça peut tomber vraiment sur n'importe quelle dimension. Et ensuite, généralement, en fait, une fois que vous avez donc, passé cette étape de due diligence, en fait, là, ça commence à sentir bon. Hein. Vous commencez à négocier la valorisation de l'entreprise, de votre entreprise avec l'investisseur et essayer de l'objectiver au maximum. Hein. Si vous arrivez devant nous et vous nous dites que mon entreprise vaut 5 milliards et que vous n'avez pas, si vous voulez, de rationnel derrière, tout de suite, on va vous dire que ça vaut moins. Donc, essayez vraiment de trouver une approche avec les multiples ou autres, ou avec les transactions récentes qui se sont passées dans le secteur pour objectiver la transaction. Ensuite, on va passer beaucoup de temps à négocier la term sheet avec vous. Donc, faites-vous accompagner d'un avocat si vous pouvez. Et ensuite, très important, c'est au maximum, une fois que vous avez l'approbation du comité d'investissement, célébrez. C'était une épreuve compliquée, félicitations. Célébrez avec votre équipe qui s'est impliquée dans cette levée de fonds, qui c'est avec vous et qui était à vos côtés. Donc, on va avancer et je pense qu'on va pas, étant donné qu'il y a des questions, on ne va pas forcément faire le 3e sondage. Mais on va passer aux questions-réponses, Antonia. Est-ce que ça marche, merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je pense que vous devez mieux m'entendre. Donc concrètement,
comment puis-je entrer en relation avec des investisseurs? J'ai un business plan disponible, comment puis-je faire pour me présenter à eux et faire en sorte qu'ils l'étudient? Sébastien, cette question. Oui, alors, très bonne question. En fait, il y a plusieurs moyens en fait, pour entrer en relation avec un investisseur. Donc, tout simplement, en fait, vous pouvez en fait, faire appel à votre réseau, donc à vos amis, à vos proches, qui connaissent parfois en fait, des amis entrepreneurs qui ont levé des fonds eux-mêmes et qui connaissent en fait, des investisseurs. Soit ils ont réussi à lever ou pas lever, mais ils peuvent vous introduire auprès d'investisseurs. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième moyen est que vous pouvez participer à des événements, à des concours. Et là, encore une fois, l'Africa's Business Hero est une bonne opportunité. Je vous invite à postuler, à candidater en nombre. Et donc, on vous expliquera juste après cette session de questions-réponses comment le faire. Et aussi, tout simplement, vous pouvez contacter les investisseurs via leur site. Il y a très souvent en fait, un processus de candidature et vous pouvez déposer donc, votre pitch, votre business plan et quelques lignes au sujet de votre projet. Merci Sébastien. Une seconde question très rapidement pour resituer cette notion. Qu'est-ce qu'un indicateur clé de performance? Alors, un indicateur clé de performance, en fait, ce qu'on appelle très souvent KPI, Key Performance Indicators en anglais, c'est en fait les métriques qui permettent de piloter votre entreprise et votre activité. Et donc, c'est vraiment ces métriques-là que les investisseurs vont regarder parce qu'en fait, au jour le jour, en fait, il va regarder comment ils évoluent. Et donc, généralement, ces métriques-là, ça drive le chiffre d'affaires. Donc, par exemple, sur une plateforme de e-commerce, on va regarder le volume d'affaires, on va regarder le trafic, le taux de conversion. Et donc, voilà, chaque secteur est différent. Mais c'est ce qui en fait, c'est comment vous pilotez votre business en fait via des indicateurs clés. C'est ce qu'on va regarder. Très bien, merci Sébastien. Une troisième question pour toi. Côté investisseur, l'objectif stratégique impact peut-il primer sur l'objectif financier dans le cadre d'une levée de fonds? En revanche, l'objectif financier, en fait, il ne peut pas être ignoré. En fait, un investisseur peut vous demander en fait, un retour financier qui sera un peu plus écrasé, mais si d'emblée c'est zéro, il sent que ça va être zéro, c'est compliqué, voire impossible. Mais effectivement, l'enjeu stratégique pour les grandes entreprises qui ont pour objectif, par exemple, de capturer de l'innovation, de vous intégrer au sein de leur giron, il peut primer sur l'investissement financier. Et l'objectif RSE peut aussi primer sur l'objectif financier. C'est le cas des banques de développement, notamment. Mais voilà, l'aspect financier, c'est quand même regardé. Très bien. Une quatrième question pour toi. Je suis une start-up née il y a quelques mois. Comment puis-je faire pour présenter mes résultats si je n'ai pas encore mes comptes annuels et consolidés? Alors, c'est pas un souci. Nous, ce qu'on va regarder en fait en tant qu'investisseur lors du stade d'investissement, donc amorçage. Donc, voilà, généralement c'est des jeunes entreprises qui ont moins de 2 ans d'existence. On va regarder en fait les éléments de traction que vous avez. Donc, ça peut être en fait justement des indicateurs clés de performance, comme par exemple le taux de conversion, le volume d'affaires ou la traction de votre chiffre d'affaires qu'on va regarder. Et même si voilà, vous n'avez pas des comptes annuels, vous n'avez pas des comptes consolidés encore audités, en fait, voilà, ce qu'on vous demandera quand même, c'est un business plan avec les chiffres et vos métriques. Peut-on passer à la question suivante, Antonia, s'il te plaît? Oui, question suivante. Alors, question suivante, c'est toujours au niveau financier. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les attentes des investisseurs en termes de rentabilité, notamment dans le temps et lorsqu'il y a un objectif d'exit? Chaque investisseur en fait aura un retour sur investissement différent. Donc, c'est vraiment donner un chiffre en fait, ça dépend vraiment de la typologie d'investissement. C'est très compliqué de donner un chiffre comme ça.
Généralement, en fait, quand vous êtes en fait un investisseur qui gère en fait des fonds d'investissement, c'est que vous allez viser au-dessus de 10%. Mais encore une fois, il n'y a pas, en retour sur investissement, il n'y a pas vraiment de chiffre magique. L'investisseur stratégique, il ne va pas forcément en fait regarder et exiger un rendement donné, parce qu'il va s'intéresser aux synergies. L'investisseur qui aura un objectif RSE, idem. Donc, il n'y a pas malheureusement de réponse très précise en tout cas. Merci Sébastien. Pour la dernière question, est-ce que la présentation sera-t-elle partagée? Alors, j'ai la réponse. Plusieurs personnes ont posé la question. La réponse est oui. Ces webinaires seront mis en ligne sur la chaîne YouTube de Django. Alors, n'hésitez pas à nous laisser vos emails dans cet échange maintenant, tout de suite. Et avec votre email, nous vous préviendrons quand la session sera en ligne. Mais sinon, vous pourrez y avoir accès dans les jours à venir sur la chaîne YouTube de Django. Nous allons maintenant vous présenter une rapide vidéo sur comment postuler à l'African Business. Donc, une vidéo sur comment postuler à l'Africa's Business Hero. Donc, et on espère en tout cas que vous serez nombreux à y participer. Donc, c'est une bonne occasion pour vous en fait de gagner en visibilité et même d'améliorer vos compétences et vos capacités. Donc, n'hésitez pas à être nombreux, ne vous censurez pas. Et maintenant, le monde a également besoin de vous suivre. Êtes-vous prêt à devenir un Africa Business Hero 2020 avec la NPI? Êtes-vous un entrepreneur africain? Votre entreprise a-t-elle 3 ans d'existence au minimum? Êtes-vous prêt à faire la présentation de votre entreprise devant des sommités du milieu des affaires et à raconter votre histoire? Si vous répondez oui à toutes ces questions, c'est votre tour. Postulez dès maintenant. Suivez ces 5 étapes simples et rapides et commencez le parcours pour devenir un Africa Business Hero avec la NPI. Étape 1. Créez un compte, saisissez vos coordonnées, cliquez sur s'inscrire et c'est un pas en avant. Étape 2. Lisez attentivement les directives. Il suffit de visiter le site africabusinessheroes.org et de cliquer sur Guide de candidature. Étape 3. Pour les critères d'éligibilité, c'est simple. Tout candidat doit être le fondateur ou un cofondateur de l'entreprise. Le candidat est un citoyen africain ou un descendant direct d'un citoyen africain. Votre entreprise doit être enregistrée, avoir son siège social et exercer ses activités dans un pays africain. Elle doit passer l'étape de la conception, avoir au moins 3 ans et disposer d'un chiffre d'affaires sur 3 ans au moins. Étape 4. Obtenir une référence. Il peut s'agir de votre mentor, collègue, professeur ou conseiller. Et enfin, étape 5. Soumettez votre candidature. Celle-ci compte ces 5 rubriques. Profil du fondateur, profil de l'entreprise, présentation détaillée de l'entreprise, prix et distinction, plus une présentation vidéo. Si vous êtes bloqué à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Consultez notre kit de candidature et la foire aux questions pour obtenir de l'aide. Ou envoyez un email à info@africabusinessheroes.org. À vous de jouer. Devenez un Africa Business Hero 2020 avec l'ANPI et gagnez votre part des 1,5 million de dollars. En plus, bénéficiez de la bourse Alibaba eFounders, ainsi que d'un mentorat et d'une formation. Racontez votre histoire à l'Afrique et au monde entier. Postulez dès maintenant. Je te remercie Sébastien pour cette présentation que tu nous as fait. Une petite précision pour tous nos futurs Africa Business Heroes. Le pitch devant les juges durant les derniers rounds de l'Africa Business Hero pourront se faire en français. C'est très important. Cette année, le challenge tient absolument à inclure un maximum les pays francophones et les entrepreneurs francophones. Donc, je pense que c'est votre année. Nous convions également les femmes entrepreneuses à postuler et nous vous souhaitons à tous très bonne chance.
de vous être joints à ce webinaire. J'espère que je vous croiserai lors de la finale de l'Africa's Business Hero. Merci à tous et très bonne journée. Merci, au revoir.